Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains se sont réunis ce dimanche à Accra, la capitale du Ghana. Ils ont tenu un sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre vise à trouver une issue à la situation au Mali. L'Éthiopie est furieuse contre les États-Unis. Des manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Addis Abeba pour dénoncer les restrictions imposées par les États-Unis en matière d'assistance économique et sécuritaire. Le bilan de la dernière attaque djihadiste au Niger s'est alourdi. On parle désormais d'au moins 4 civils et 4 membres des forces de sécurité nigériennes tués dans cette attaque menée vendredi à Difa. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains se sont réunis ce dimanche à Accra, la capitale du Ghana. Ils ont tenu ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Cette rencontre vise à trouver une issue à la situation au Mali où un second putsch a eu lieu en 9 mois. Reportage. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, Mohamedou Bouhari du Nigeria ou encore Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, ainsi que Assimi Goïta, désormais officiellement président du Mali, arrivé lui la veille, se sont retrouvés pour ce sommet extraordinaire exclusivement consacré au Mali. De son côté, la présidence du Mali a indiqué sur sa page Facebook que le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, aura un tête-à-tête avec son homologue ghanéen et des entretiens bilatéraux avec les partenaires et les amis du Mali. Le président français Emmanuel Macron a averti dans un entretien au JDD, le journal du dimanche, que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré vendredi le colonel Assimi Goïta président de transition du pays, parachevant le coup de force déclenché lundi contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direction de ce pays en pleine tourmente, alors qu'il était crucial pour la stabilité du Sahel face à la propagation djihadiste. La haute juridiction a indiqué que le colonel Goïta présidera la transition jusqu'au bout. Une mission de la CEDEAO dépêchée au cours de la semaine au Mali a évoqué l'éventualité de sanctions. La France et les États-Unis engagés militairement au Sahel en ont brandi la menace. Il faut dire que les chefs d'État ouest-africains ont décidé dimanche au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions. Ils réclament également la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Ils exigent également la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont toujours assignés à résidence selon la CEDEAO. Au Nigeria, cette fois, une bonne nouvelle pour certains parents d'apprenants de l'université Greenfield de Kaduna dans le nord du pays. 14 étudiants de la dite université enlevés récemment retournent chez eux après avoir été libérés par leurs ravisseurs. Impossible de contenir leurs émotions. Séparés de leurs proches 40 jours durant après avoir été kidnappés, ces 14 étudiants de l'université Greenfield de Kaduna retrouvent enfin la joie de vivre. Leurs proches parents aussi. Ils ont été déposés à l'extérieur de la ville le long de la route entre Abuja et Kaduna par leurs ravisseurs. Leur mésaventure démarre le 20 avril. Des supposés bandits, jusque-là toujours non identifiés, ont envahi l'université de Greenfield et ont enlevé une vingtaine d'étudiants. Pendant l'attaque, un employé a été abattu. Les jours ayant suivi le kidnapping, 5 étudiants ont été exécutés par les ravisseurs pour faire pression sur les familles et le gouvernement a payé une rançon. Refus catégorique en son temps des gouvernants. Mais la rançon aura-t-elle finalement été versée pour qu'on assiste à cette libération surprise? Pour l'instant,
Tout un mystère, aucune explication possible. Les bandes armées, dont les membres sont communément appelés bandits, dans cette région, terrorisent les populations dans le centre-ouest et le nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. Depuis plusieurs mois, ces bandits se livrent essentiellement à des kidnappings de masse visant prioritairement les établissements scolaires. De décembre 2020 à ce jour, 730 enfants et adolescents ont été enlevés sans état d'âme. Le bilan de la dernière attaque djihadiste au Niger s'est alourdi. On parle désormais d'au moins 4 civils et 4 membres des forces de sécurité nigériennes tués dans cette attaque menée vendredi à Difa, la grande ville du sud-est du Niger. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 4 éléments des forces de défense et de sécurité, en sigle FDS, et 4 civils décédés. 8 éléments des FDS et 5 civils blessés. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés, dont 6 corps abandonnés, précise le bilan du ministère nigérien de la Défense diffusé samedi soir à la télévision publique. Le ratissage est en cours dans la zone de l'attaque, indique le ministère. Selon des habitants de Difa, parmi les éléments des FDS tués, figurent 2 gendarmes et 2 policiers, et les civils ont surtout été atteints par des balles perdues lors des violents combats. Un précédent bilan de l'attaque communiqué samedi en fin d'après-midi à l'AFP par les autorités de Difa faisait état de 3 morts, dont 2 gendarmes et 1 policier, et 2 gendarmes blessés. L'armée gouvernementale a détruit 7 véhicules des assaillants équipés de mitrailleuses et a récupéré des armements et du matériel. 3 voitures, des mitrailleuses, des lance-roquettes, un mortier, une importante quantité de munitions, 2 drapeaux des djihadistes, des téléphones portables. Des stupéfiants et des seringues ont été saisis selon le bilan des autorités. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, est issu d'une scission du groupe djihadiste Boko Haram. Vendredi, un haut responsable du gouvernorat de la région de Difa avait déclaré à l'AFP que des éléments de Boko Haram ont attaqué Difa du côté de la localité de Bagara, dans la partie sud de la ville, à la lisière de la frontière du Nigeria. Depuis 2015, la ville de Difa a été plusieurs fois attaquée par des membres de Boko Haram et de l'ISWAP qui ont fait plusieurs morts. La région de Difa abrite, selon l'ONU, 300 000 réfugiés nigérians et déplacés, fuyant depuis 2015 les exactions des djihadistes. L'Éthiopie est furieuse contre les États-Unis. Des manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Addis Abeba pour dénoncer les restrictions imposées par les États-Unis en matière d'assistance économique et sécuritaire. Les manifestants pro-gouvernement se sont rassemblés dans le stade de la capitale éthiopienne, scandant des slogans contre les sanctions américaines et déployant des affiches accusant les puissances étrangères d'interférer dans la souveraineté de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas besoin d'aide à domicile, proclamait une pancarte, tandis que d'autres dénonçaient l'intervention occidentale. Ce rassemblement, ainsi que d'autres plus modestes qui se sont déroulés ailleurs en Éthiopie, étaient organisés par le ministère des Femmes, des Enfants, de la Jeunesse, avec pour mot d'ordre notre voix pour la liberté et la souveraineté. Certains responsables du ministère avaient estimé que plus d'1 million de personnes répondraient à l'appel dans le pays, tablant sur 100 000 manifestants dans la capitale. Le président américain Joe Biden a condamné cette semaine des violations des droits humains inacceptables au Tigré et exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Son administration a annoncé des restrictions de grande échelle en matière d'assistance économique et sécurité à l'Éthiopie, mais prévoit en revanche de poursuivre son aide humanitaire dans des domaines comme la santé, l'alimentation et l'éducation. Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités tigréennes issues du TPLF en opposition au pouvoir central. À l'invitation du président de la République tunisienne Kais Saïed, le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi a foulé samedi le sol tunisien pour une visite de travail de 2 jours. Les détails à travers ce reportage. Toute première visite depuis sa prise de fonction début février, Mohamed Al-Menfi, le président du Conseil présidentiel libyen, l'a dédié au président tunisien Kais Saïed. Plusieurs sujets ont meublé nos discussions, mais nous avons surtout discuté de la coopération sécuritaire. Je sais que c'est une période très dangereuse, surtout dans notre région. Nous avons besoin de stabilité sécuritaire.
La dimension sécuritaire est la question la plus importante. Il faut se concentrer dessus. La sécurité de la Libye, c'est aussi la sécurité de la Tunisie. Et l'inverse est aussi vrai. Dans une synergie d'action, la Tunisie s'engage résolument aux côtés de la Libye pour la restauration de ce qui peut encore l'être. Au premier plan, la sécurité perdue. Le peuple tunisien se tient aux côtés du peuple frère libyen pour la reconstruction de ses institutions et pour la sécurisation de cette période, jusqu'à l'expression par le vote des Libyens, par leur propre volonté, afin qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent sans aucune tutelle de personne. Et pour ça, nous nous tenons debout avec eux comme un seul homme. Cette visite aura en définitive contribué au renforcement des liens étroits et historiques de fraternité ainsi que des relations de partenariat entre les deux pays dans divers domaines. Des questions régionales et internationales d'intérêt commun n'ont pas été occultées. En République démocratique du Congo, une partie des Congolais ayant trouvé refuge au Rwanda ont décidé de regagner la ville de Goma, ville qu'ils avaient fui quelques jours plus tôt, craignant du coup une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Reportage. Ces Congolais réfugiés, malgré eux, suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, ils sont désormais plus de 1200 à avoir décidé de quitter leur camp d'accueil pour retourner à Goma. Avec la forte implication des autorités rwandaises, ils ont été acheminés jusqu'à la frontière par plus d'une dizaine de camions militaires. J'ai décidé de rentrer à Goma parce que je pense que le danger est passé. Si jamais il y a une éruption, on reviendra à nouveau au Rwanda, a expliqué William, employé de bâtiment de 21 ans, accompagné de sa femme et de ses 2 enfants. Le 22 mai, le Nyiragongo était entré en éruption sans aucun signe précurseur. 2 immenses coulées de lave s'étaient échappées des flancs du volcan. Au moins 34 personnes ont trouvé la mort et entre 900 et 2500 habitations ont été détruites. Le gouvernement fait désormais face à une crise humanitaire d'ampleur, une de plus, dans une région déjà meurtrie depuis 3 décennies par les violences de groupes armés. Parmi les multiples urgences, la question de l'accès à l'eau consommable avec les risques d'épidémie y afférents. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie du programme des SICA. À très bientôt.